All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience pénale de cour est ouverte. Veuillez please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle d'audience, dans cette nouvelle affaire, et j'inviterai la greffière d'audience à citer l'affaire, s'il vous plaît. Greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Situation en République centrafricaine 2. Le procureur contre Alfred Yekaton et Patrice Edouard Ngaïsona. Référence de l'affaire ICC 01 14 01 18. Nous sommes en audience publique. Je voudrais d'abord que les parties se présentent en commençant par l'accusation. L'accusation, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Aujourd'hui, l'accusation est représentée par Olivia Struyven, Yacine Mofta et moi-même, Kweku Van Der Pouy. Le président, si je comprends bien, il y aura peut-être une rotation dans les présences de la part de l'accusation. Monsieur Van Der Pouy, effectivement, Monsieur le Président, à cause de la pandémie. Le président, merci. Les représentants légaux des victimes. Bonjour, Monsieur le Président. Les autres crimes sont représentés aujourd'hui par une équipe d'avocats. Ici, dans le prétoire, moi-même, Paulina Massida, avec ma consort, Maître Elisabeth Rabesandatana. Connecté de Dakar au Sénégal, notre confrère, Maître Yaré Fall. Et connecté du bureau de terrain de Bangui en République centrafricaine, nos confrères Marie-Edith Douzima Lawson et Adangabo Moussa Abdou. Je vous remercie. Thank you. Please. Le président, merci. Maître Dimitro Souproun. Les résidents, les anciens enfants soldats sont représentés aujourd'hui par moi-même, Dimitro Souproun. Le président, nous adressons maintenant à la défense. Maître Dimitri, bonjour. Mes collègues présents ici aujourd'hui sont Maître Sabrine Beissa, gestionnaire de dossier, et Madame Lena Whittingham. Et je suis moi-même Mylène Dimitri, conseil principal. Le président, Maître Cops, bonjour. Maître Cops. Nous sommes représentés, Monsieur Nkaidi Sena est représenté aujourd'hui par Maître Omise Namkeamai et Maître Sarah Pedroso, assistante juridique. Le président, merci beaucoup. Vous êtes nouveau au sein de cette cour et nous vous souhaitons la bienvenue. J'aimerais présenter également les juges. Avec moi ce matin, juge Peter Kovac, le juge Chang Do-chung et moi-même Bertram Schmidt. À l'adresse du public, la Chambre note qu'il y a des restrictions médicales qui s'appliquent aujourd'hui lors de l'audience à cause de la à cause de la pandémie du Covid-19. Il y a donc un nombre limité de collaborateurs qui sont présents dans la salle d'audience pour limiter les risques. Alors,
Selon les informations reçues de la part du greffe, eh bien, en consultation avec l'équipe de gestion de la crise, les audiences peuvent se tenir selon les horaires habituels, c'est-à-dire que nous entendrons les déclarations d'ouverture lors de 3 sessions de 9h30 à 11h, 11h30 à 13h et 14h à 15h30. Nous aurons peut-être une pause plus tôt ce matin. Maître Copps, vous nous parlerez de cela tout à l'heure, vous nous l'indiquerez. À la lumière du temps imparti aux participants pour faire leurs présentations respectives, la Chambre s'attend à ce que les déclarations d'ouverture seront terminées d'ici jeudi le 18 février. Et bien entendu, la défense Ngaïsona a la garantie qu'elle pourra présenter son intervention jeudi et non pas plus tôt. La Chambre note que nous sommes aujourd'hui en audience publique. Avant qu'il ne vous soit donné lecture des charges, je voudrais rapidement rappeler le contexte de l'affaire. Le 30 mai 2014, le gouvernement de la République centrafricaine a renvoyé à l'accusation de la Cour la situation sur son territoire, situation considérée à partir du 1er août 2012, la situation RCA 2. À la requête de l'accusation, la Chambre préliminaire 2 a délivré des mandats d'arrêt contre M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Ngaïsona le 11 novembre 2018 et le 7 décembre 2018 respectivement. M. Yekatom a été transféré à la Cour le 17 novembre 2018, M. Ngaïsona le 23 janvier 2019. Les charges portées par l'accusation contre les 2 accusés ont été confirmées en partie par la Chambre préliminaire 2 le 11 décembre 2019. Conformément à l'article 64.8 alinéa A du statut, les charges vont maintenant être lues aux accusés. Les accusés auront ensuite la possibilité de plaider coupable ou non coupable. Le greffier d'audience donnera lecture d'extraits des charges confirmées, telles que le prévoient les lignes directrices initiales sur le déroulement de la procédure, et se fondera sur la version expurgée de la confirmation des charges. Monsieur Van der Poel, est-ce que vous avez une objection à cela? Monsieur Van der Poel, non. Maître Dimitri, et vous-même, Maître Dimitri? Le président, Maître Knops, pas d'objection. Maître Knops, pas d'objection. Ces charges ne sont expurgées que par rapport au public, bien entendu. Les accusés et leurs défenses respectives sont tout à fait informés des détails qui se trouvent derrière ces expurgations en vertu de la décision confidentielle. Vous avez bien reçu une version non expurgée de la décision de confirmation en français, une langue que vous comprenez parfaitement. Maître Dimitri, effectivement. Monsieur le Président, Maître Knops, oui, Monsieur le Président. Le Président, on peut maintenant donner lecture des charges. La greffière d'audience. Alfred Yekatom, un ressortissant de la République centrafricaine, né le 23 janvier 1975 à Bambo, en République centrafricaine, connu également comme Alfred Saraga Rombo, ou Rombot, est pénalement responsable des crimes de guerre suivants. Premièrement, diriger des attaques contre la population civile à Bangui, y compris à Kata et au marché Boeing, à partir du 5 décembre 2013, sur la base du comportement relevant des chefs 2 à 6 et 8. 2. Meurtre pour le massacre de 5 à 13 personnes expurgées au marché de Boeing, 4 personnes musulmanes à Kata expurgées au marché de Boeing,
dans le contexte de l'attaque sur Bangui, y compris Qatar et Boeing, le 5 décembre 2013. Petit b, expurgé à l'école de Yambara, expurgé. C, le massacre du vice-maire Saleh, le 28 février 2014 à Mbaïki ou aux environs de cette date, dans le contexte de l'avancée anti-Balaka et la prise de village le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Nangala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa, Maïki, chef 27. Troisièmement, déplacement pour Petit A, le déplacement d'environ toutes les personnes musulmanes résidant à Qatar et à Boeing vers PK5, un quartier à prédominance musulmane à Bangui, dans d'autres parties de la RCA ou des pays avoisinants, à partir du 5 décembre 2013, dans le contexte de l'attaque sur Bangui, y compris Qatar et Boeing, le 5 décembre 2013, chef numéro 5. Le déplacement de la majorité de la population musulmane de leurs villes et villages entre le 10 janvier 2014 et le 6 février 2014 ou aux environs de ces dates, dans le contexte de l'avancée anti-Balaka et la prise de village le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ndangala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa, Mbaïki, chef numéro 25. 4. Diriger une attaque contre un bâtiment consacré à la religion pour la destruction de la mosquée de Boeing le 20 décembre 2013 au plus tard. Chef numéro 6. 5. Traitement cruel pour expurger l'école de Yamwara, chef numéro 13. 6. Torture pour expurger l'école Yamwara, expurgé, chef numéro 13. 7. Conscription, enrôlement et utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour participer activement aux hostilités, pour la conscription et ou l'enrôlement d'enfants dans ce groupe dans différents lieux, y compris expurgés, et le fait de leur assigner différentes tâches, notamment, entre autres, le fait de participer à des hostilités, y compris le 5 décembre 2013 lors de l'attaque, et au moins entre décembre 2013 et août 2014, chef numéro 29. Le tout commis dans le contexte et en association avec un conflit armé qui ne présente pas un caractère international en cours sur le territoire de la RCA de septembre 2013 à décembre 2014 au moins, entre les Seleka et les anti-Balaka, y compris le groupe de Yekatom. Yekatom est également pénalement responsable des crimes contre l'humanité suivants. 1. Meurtre. Le massacre de 5 à 13 personnes expurgées au marché Boeing. 4 personnes musulmanes à Qatar et expurgées au marché de Boeing dans le contexte de l'attaque contre Bangui, y compris Qatar et Boeing, le 5 décembre 2013, chef numéro 2. Petit b, expurgé à l'école de Yamwara, chef numéro 15. Petit c, le meurtre du vice-maire Saleh, le 28 février 2014 à Mbaïki ou aux environs de cette date, dans le contexte de l'avancée anti-Balaka et la prise de village le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Nangala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa, Mbaïki, chef numéro 26. 2. Transfert forcé et déportation pour Petit A, le déplacement de toutes les personnes musulmanes ou presque résidant à Qatar et à Boeing vers PK5,
un quartier à prédominance musulmane à Bangui ou d'autres parties de la RCA ou dans des pays voisins à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte de l'attaque à Bangui, y compris Qatar et Boeing, le 5 décembre 2013, chef 4. Petit b, le déplacement de la majorité de la population musulmane de leurs villes et villages le 10 janvier 2014 et le 6 février 2014 ou aux environs de cette date dans le contexte de l'avancée anti-Balaka et la prise de villages le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ngala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa, Mbaïki, chef numéro 24. 3. D'autres actes inhumains pour expurger la base Yamwara, expurgée, compte chef numéro 11. 4. Torture pour expurger l'école de Yamwara, expurgée, chef numéro 12. 5. Emprisonnement et autres formes de privation grave de la liberté physique, expurgée, à l'école de Yamwara, expurgée, chef numéro 14. 6. Persécution ou privation grave des droits fondamentaux des personnes à Bangui, y compris à Qatar et Boeing, à la base de Yamwara et dans les villages se trouvant le long de l'axe PK9 Mbaïki, en les ciblant sur la base de leur appartenance politique, ethnique et ou religieuse, en vertu du comportement relevant des chefs 1 à 7, 11 à 16, 24 à 27, chefs 8, 17 et 28. Tous commis dans le cadre d'une attaque de grande échelle menée par les anti-Balaka, y compris le groupe de Yekatom, entre septembre 2013 et décembre 2014 contre la population civile musulmane et ceux qui sont perçus comme responsables de manière collective ou soutenant les Séléka. Une politique soutenant les Séléka. En application de cette politique pénale visant à cibler essentiellement la population musulmane à Bangui et dans les préfectures de l'ouest de la RCA en représailles des exercions des Séléka. La contribution de Yekatom aux crimes imputés. Premièrement, structurer, entraîner et équiper les éléments anti-Balaka. 2. Préparer les attaques anti-Balaka et les avancées et participer et diriger son groupe pour exécuter ces attaques et ces avancées. Troisièmement, donner des ordres aux membres anti-Balaka, y compris des instructions illégales et de manière patente. Quatrièmement, assurer la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe et les utiliser pour l'assister dans ses camps de base, donner des ordres à ses enfants d'être stationnés aux barrages et barrières ainsi que de participer activement aux hostilités. Yekatom est ainsi pénalement responsable des modes de responsabilité suivants. Premièrement, commettre les crimes susmentionnés en conjointement avec d'autres ou par l'intermédiaire d'un autre. Patrice Edward Ngaisona, a national of the Central African Republic, born on 30 June 1967 in Bewa, the Central African Republic, is criminally responsible for the war crimes of 1. Directing attacks against the civilian population at the following locations and times. A. In Bangui, including Katin and the Boeing market, starting on 5 December 2013 on the basis of the conduct pertaining to counts 2 to 6 and 8. Count 1. Chef numéro 1, B, à Bosongoa, le 5 décembre 2013, environ à partir de 13h jusqu'à 17h
et 18h30 sur la base d'un comportement relatif au chef d'accusation 31, 33, 35, 37, 39 et 42. Chef numéro 30. 2. Meurtre. Pour petit 1, avoir tué entre 5 et 13 personnes, y compris expurgées, au marché de Boeing, 4 personnes musulmanes à Katyn et expurgées au marché de Boeing dans le cadre d'une attaque sur Bangui, y compris Katyn et Boeing, le 5 décembre 2013. Chef numéro 3. Petit b. Le fait d'avoir tué 28 personnes expurgées dans le cadre d'une attaque sur Bossangoa, le 5 décembre 2013. Chef numéro 32. Petit c. Expurgé à l'école primaire de Yambara, expurgé, chef numéro 16. Petit d. Le fait d'avoir tué le maire adjoint Saleh le 28 février 2014 ou autour de cette date à Mbaïki, dans le contexte d'une avancée anti-Balaka et la prise de villages se trouvant le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekian, Dangala, Biman, Kapou, Bossango, Pissa et Mbaïki. Chef numéro 27. 3. Déplacement. Petit 1. Le déplacement de pratiquement toute la population musulmane résidant à Katyn et à Boeing vers le PK5. Quartier à prédominance musulmane à Bangui, d'autres parties de la République centrafricaine ou des pays voisins à partir du 5 décembre 2013, dans le contexte d'une attaque sur Bangui, y compris Katyn et Boeing, le 5 décembre 2013, chef numéro 5. B. Le déplacement de la population musulmane de Bossangoa vers l'école de la Liberté avant de les évacuer vers d'autres lieux dans le contexte d'une attaque sur Bossangoa le 5 décembre 2013 et pendant les jours ayant suivi l'attaque. Chef numéro 38. C. Le déplacement de la majorité de la population musulmane de leurs villages et localités entre le 10 janvier 2014 et ou le 6 février 2014 ou autour de cette date dans le contexte de l'avancée anti-Balaka et la prise de villages se trouvant le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ndangala, Biman, Kapou, Bossango, Pissa, Mbaïki. Chef numéro 25. 4. Le fait d'avoir dirigé des attaques contre des bâtiments à caractère religieux. Petit 1. La destruction de la mosquée de Boeing le 20 décembre 2013, chef numéro 6. B. La destruction de la mosquée centrale de Bossangoa dans le contexte de l'attaque sur Bossangoa survenue le 5 décembre 2013 et pendant la semaine ayant suivi l'attaque. Chef numéro 35. 5. Traitement cruel. Pour le expurgé, l'école primaire de Yamwara, expurgé, chef numéro 13. 6. Torture. Pour le expurgé, l'école primaire de Yamwara, expurgé, chef numéro 13. 7. Destruction des biens de l'adversaire. Pour la destruction de maisons appartenant à des musulmans, notamment dans le quartier à prédominance musulmane de Boro, d'Arabé et de Fulbe, dans le contexte d'une attaque sur Bossangoa le 5 décembre 2013 et pendant les jours ayant suivi l'attaque. Chef numéro 33. 8. Pillage. Pour le pillage des maisons appartenant à des musulmans, notamment dans les quartiers de Boro, d'Arabé et de Fulbe, parfois en inscrivant les mots anti-Balaka sur les ruines de ces maisons, dans le contexte d'une attaque sur Bossangoa le 5 décembre 2013. Chef numéro 34. 9. Viol. Pour le viol d'une femme expurgée dans le contexte d'une attaque sur Bossangoa
Bosangwa, le 5 décembre 2013, chef numéro 41. Tous ces crimes ont été commis dans le contexte et en association avec un conflit armé ne présentant pas un caractère international et se déroulant sur le territoire de la République centrafricaine entre septembre 2013 jusqu'au moins décembre 2014 entre les Séléka et les Anti-Balaka, y compris le groupe de Yekatom. Ngaïsona a également engagé sa responsabilité pénale pour les crimes contre l'humanité suivants. Premièrement, meurtre. Petit a, le fait d'avoir tué entre 5 et 13 personnes expurgées au marché de Boeing, 4 personnes musulmanes à Katyn et expurgées au marché de Boeing, dans le contexte d'une attaque sur Bangui, y compris Katyn et Boeing, le 5 décembre 2013, chef numéro 2. B. Le meurtre de 28 personnes expurgées dans le contexte d'une attaque sur Bosangwa, le 5 décembre 2013, chef numéro 31. C. Expurgé à l'école primaire Yamwara, expurgé, chef numéro 15. D. Le meurtre du maire adjoint Saleh le 28 février 2014 ou autour de cette date, à Mbaïki, dans le contexte d'une avancée anti-Balaka et la prise de villages se trouvant le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ndangala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa et Mbaïki. Chef numéro 26. Deuxièmement, transfert forcé et déportation. Pour petit a, le déplacement de pratiquement toute la population musulmane résidant dans Katyn et Boeing vers le PK5, quartier à prédominance musulmane à Bangui, d'autres parties de la République centrafricaine ou des pays voisins. À partir du 5 décembre 2013, dans le contexte d'une attaque sur Bangui, y compris Katyn et Boeing, le 5 décembre 2013. Chef numéro 4. B. Le déplacement de la population musulmane de Bosangwa à l'école de la Liberté avant de les évacuer vers d'autres lieux, dans le contexte de l'attaque sur Bosangwa, le 5 décembre 2013, et pendant les jours qui ont suivi l'attaque. Chef numéro 37. C. Le déplacement de la majorité de la population musulmane de leurs localités et villages entre le 10 janvier 2014 et le 6 février 2014 ou autour de ces dates, dans le contexte des avancées anti-Balaka et la prise de villages se trouvant le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ndangala, Bimon, Kapou, Bosongo, Pissa et Mbaïki. Chef numéro 24. Troisièmement, autre acte inhumain. Pour expurger, l'école primaire Yamwara, expurgé, chef numéro 11. Quatrièmement, torture. Pour le expurger, l'école primaire Yamwara, chef numéro 12. 5. Emprisonnement et autres formes de privation grave de liberté physique. Pour petit a, le expurgé, l'école primaire Yamwara, chef numéro 14. B. Le fait d'avoir maintenu des musulmans à l'école de la liberté en les empêchant de quitter l'école, et ce, notamment en proférant des menaces contre les familles se trouvant dans la concession, dans le contexte de l'attaque sur Bosangwa le 5 décembre 2013 et pendant les semaines ayant suivi l'attaque. Chef numéro 39. Sixièmement, viol. Pour le viol d'une femme expurgée dans le contexte d'une attaque sur Bosangwa le 5 décembre 2013. Chef numéro 40. Septièmement, persécution pour la privation grave des droits fondamentaux des personnes se trouvant à Bangui, y compris à Katyn et Boeing, Bosangwa, l'école primaire Yamwara et les villages se trouvant
le long de l'axe PK9-Baïki, privation de leurs droits fondamentaux et en le prenant pour cible en raison de leur obédience politique, ethnique et ou religieuse, du fait de leur comportement tel que visé par les chefs d'accusation 1 à 7, 11 à 16, 24 à 27 et 30 à 41. Chef numéro 8, 17, 28 et 42. Tous ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée menée par les anti-Balaka, y compris le groupe de Yekatom, entre septembre 2013 et décembre 2014, à l'encontre de la population civile musulmane et ceux qui étaient perçus comme étant responsables ou complices d'eux ou ayant soutenu les Séléka dans le cadre de la poursuite d'une politique criminelle dont la cible principale était la population musulmane de Bangui et les préfectures de l'ouest de la République centrafricaine en représailles contre les exactions commises par les Séléka. La contribution de Ngaïsona aux crimes visés dans les charges consiste en ce qui suit. Premièrement, avoir pris des mesures pour structurer les anti-Balaka. Deuxièmement, le fait d'avoir financé les anti-Balaka, y compris pour l'achat d'armes. Troisièmement, le fait d'avoir donné des instructions aux membres anti-Balaka, y compris s'agissant de l'attaque du 5 décembre 2013 et les attaques l'ayant précédé. Quatrièmement, le fait d'avoir assuré la liaison avec des membres anti-Balaka exerçant des postes clés, y compris expurgés. En conséquence, Ngaïsona a engagé sa responsabilité pénale en vertu des modes de responsabilité suivants. Premièrement, le fait d'avoir facilité la commission de crimes tels que définis dans les charges confirmées, en apportant son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission de ces crimes. Deuxièmement, le fait d'avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes par un groupe de personnes agissant de concert. Je vous remercie. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Monsieur Yekatom, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mr. Yekatom, would you please rise? Monsieur Yekatom, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mr. Yekatom, I trust Monsieur that you understand the Yekatom, nature comprenez-vous la nature des charges qui sont portées contre vous? Oui, j'ai entendu tout ce qu'on a dit ici, mais je refute catégoriquement toutes ces allégations. Je rejette toutes les charges qui pèsent sur moi. Okay. So I take it, Mr. Dimitri, Le président, Maître Dimitri, Monsieur Yekatom, cela veut dire que vous plaidez non coupable aux charges confirmées. Maître Dimitri, oui, effectivement. Le président, merci. Monsieur Ngaïsona, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mr. Ngaïsona, I ask you the same question. Le président, Monsieur Ngaïsona, je vous pose la même question. Comprenez-vous bien la nature des charges qui sont portées contre vous? Votre honneur, Monsieur le Président, j'ai suivi avec beaucoup d'attention cette déclaration. Ngaïsona mutene Quelque part dans cette déclaration, atene sokwa binali timbiso bi reconnaître nape non coupable. bi tena la tene bi ke na yati tene so ketape. Translation here. Le président, je n'ai pas reçu l'interprétation. Les interprètes signalent qu'il faut marquer des pauses pour permettre à l'interprétation de se dérouler normalement. Merci. Yes, that might be, but Mr. Ngaïsona has said something and we would like to hear. Le président, Monsieur Ngaïsona a dit quelque chose et nous avons besoin d'entendre ce qu'il a dit.
obviously, this seems not to be possible. Le président, Monsieur Ngaïsona, cela ne semble pas possible. Je vous prie d'accepter toutes nos excuses, Monsieur Ngaïsona. Est-ce que je peux vous reposer la question? Est-ce que vous comprenez bien la nature des charges portées contre vous? Monsieur le Président, je me répète, je me reconnais pas dans l'accusation portée contre moi et je suis non coupable. But you understand. Le président, mais vous comprenez les charges qui sont portées contre vous et vous vous déclarez non coupable. Est-ce que j'ai bien résumé votre position? Imani, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu, Monsieur le Président. Thank you. Mr. Knops, I think Le président, merci, Monsieur Ngaïsona. Maître Knops, pouvons-nous considérer qu'effectivement, votre client confirme qu'il a compris les charges, la nature des charges, qu'il connaît la qualification juridique de tout ce qui est porté contre lui en détail et qu'il plaide non coupable? Est-ce que c'est un bon résumé? Maître Knops, Monsieur le Président, Messieurs les juges, effectivement, il comprend les charges parfaitement et il plaide non coupable de toutes les charges. Le Président, merci beaucoup. La Chambre va maintenant entendre les déclarations d'ouverture. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous fassions une brève pause. Maître Knops, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous connaissez la situation. Je peux suivre la première partie jusqu'à 10h45. Le Président, eh bien, très bien, nous allons poursuivre alors. Dans sa décision 589, paragraphe 21, la Chambre a fixé la date du 11 janvier 2021 pour le dépôt de requêtes devant être tranchées avant le début du procès. Néanmoins, en vertu de la règle 134.2 du règlement, l'accusation et la défense sont invitées à indiquer ici si elles ont encore des objections à soulever ou des observations à faire en ce qui concerne le déroulement de la procédure, et ceci depuis la confirmation, depuis l'audience de confirmation des charges. Monsieur Van der Poel, merci Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection s'agissant du déroulement de la procédure. Il y a cependant une question qui a trait à un point procédural en ce qui concerne la fourniture des classeurs et des choses comme cela que je voudrais soulever devant la Chambre. Le Président, oui, c'est effectivement quelque chose sur lequel les juges doivent réfléchir, en particulier pendant cette période, pendant cette génération numérique, si je puis dire. Monsieur Van der Poel, merci. Le Président, Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. J'ai 3 observations. Ma première observation, Monsieur le Président, a trait à la divulgation. Nous comprenons les requêtes en matière de divulgation. Néanmoins, je n'ai pas l'intention de déposer aucune motion à ce stade ou de requête pour la Chambre. Je suis arrivée à un accord avec l'accusation hier. L'accusation m'a promis que toutes les pièces qui doivent encore être divulguées le seront dans les jours à venir, au plus tard le 25 février. Si ça n'est pas le cas, bien entendu, je m'adresserai à la Chambre à nouveau avec votre autorisation. Ma deuxième observation, Monsieur le Président, concerne cette question. Vous vous rappellerez que nous avions déposé une écriture en ce qui concerne la première conférence de mise en état, écriture 472, où nous demandions à la Chambre de fixer une date précise pour que l'accusation lève toutes les expurgations qui s'appliquent en ce qui concerne les sources. La Chambre ne s'est pas spécifiquement adressée n'a pas traité de ces rédactions, de ces expurgations après la première conférence de mise en état. Il y a donc cette décision 677. La divulgation revient à la partie qui a demandé les divulgations. Et il y a des obligations vis-à-vis de toutes les parties.
Étant donné que la Chambre a rappelé à l'accusation qu'il s'agissait d'une enquête qui aurait dû être largement terminée au moment de l'audience de confirmation, nous faisons valoir que toutes les sources, toutes les pistes, expurgation 86.1 devraient être levées maintenant que le procès commence. Nous allons demander à la Chambre de fixer une date précise pour que toutes ces expurgations soient levées, et ceci d'une manière progressive à mesure que les témoins comparaissent pour leur déposition. Enfin, ma dernière observation, Monsieur le Président, a trait aux témoins ayant un double statut. Nous comprenons l'instruction de la Chambre en ce qui concerne la procédure pour la divulgation des formulaires de demande de double statut dans sa décision en ce qui concerne le déroulement du procès et le protocole s'appliquant au double statut. Néanmoins, je crains que les informations qui sont communiquées ici, eh bien, en ce qui concerne les victimes participantes, risquent d'avoir des conséquences malheureuses que la défense a du mal à suivre. Il est impossible pour moi, par exemple, de vérifier qui a été autorisé à participer avec ces numéros P, les témoins de l'accusation, pour être sûr que les formulaires de demande ont bien été divulgués par l'accusation sous leur forme expurgée. J'ai eu une discussion avec ma collègue Maître Massida hier et d'après elle, 5 victimes d'autres crimes ont été autorisées à participer. P 1666, P 1676, P 23, P 2453. Et qui, si je ne m'abuse, nous avons reçu divulgation de 3 d'entre eux, 3 formulaires. Si je n'avais pas parlé avec Madame Massida, eh bien, je n'aurais pas pu être informée de cela. Donc, cela veut dire qu'il y a des formulaires qui manquent. Je demanderai donc à la Chambre de vérifier cela. Et je voudrais rappeler que vous avez autorisé les victimes à participer jusqu'à la fin de la présentation du dossier de l'accusation. Voilà, donc j'en termine avec mes observations. Le Président, merci beaucoup. Vos objections sont dûment notées. Nous sommes au stade, au premier pas de ce procès. Donc, Maître Massida, j'aimerais que vous puissiez, avec Maître Dimitri, résoudre le problème si vous le considérez comme approprié. Le moins la Chambre intervient, mieux cela est, bien entendu. Maître Massida, merci. Oui, effectivement, nous pouvons vérifier à chaque fois qu'il y a une décision de double statut. Et je crois que nous pouvons ensuite informer les parties et les participants. Je pense que cela permettrait de résoudre la question. Le Président, je vous entends et je vois que du côté de Maître Dimitri, l'on hoche la tête, ce qui devrait donc résoudre les problèmes. Maître Knops, c'est à votre tour. Maître Knops, pas d'objection spécifique, Monsieur le Président, sur le déroulement de la procédure. Une suggestion peut-être sur laquelle la Chambre pourrait réfléchir une fois que les témoins commencent à comparaître en ce qui concerne les questions directrices pendant l'interrogatoire principal. C'est une discussion que nous avons eue lors du procès précédent et une réponse n'a pas encore été trouvée à cette question. Donc le mode d'interrogatoire dans ce procès est resté ouvert et nous aimerions, les parties aimeraient recevoir des instructions de la part de la Chambre en ce qui concerne la possibilité de poser des questions directrices pendant un interrogatoire principal ou pendant un contre-interrogatoire. Le Président, merci Maître Knops. Nous avons délibérément éviter d'intervenir sur ce point. La Chambre ne souhaite pas imposer de règles trop strictes à cet égard. Je pense que nous établirons une pratique dans la salle d'audience. Nous verrons ce qui peut être utilisé. La Chambre dirait qu'il faut éviter les questions directrices d'une manière générale. Elles ne sont pas autorisées. On pourra développer cela un peu plus tard.
peut-être en 2 ou 3 phases. En principe, nous avons donc les éléments de preuve qui sont présentés par les parties. Et puis, si vous regardez la structure du procès à la CPI, eh bien, c'est un processus qui est dirigé par les parties, l'accusation, la défense et les victimes, qui présentent leurs éléments de preuve. Ils appellent des témoins qui se présentent devant la cour, et puis nous suivons ensuite une sorte de common law, une procédure de common law à cet égard. Et dans la procédure de common law, la partie appelante qui mène donc l'interrogatoire direct, l'interrogatoire principal, eh bien, est autorisée à utiliser certaines questions directives. La Chambre les tolérera dans la mesure où les témoins ne sont pas harcelés, disons, n'ont pas l'air d'être harcelés, intimidés, ou qu'ils ne comprennent pas, ou lorsqu'ils ne comprennent pas la langue de l'interrogatoire. Nous serons vigilants à cet égard. Nous ne l'interdisons pas donc dès l'abord. Il semble que c'est quelque chose qui est un peu impliqué par la structure de cette procédure. Enfin, je pense que vous pourrez accepter cette solution. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci, Maître Knops. La Chambre va maintenant entendre les déclarations d'ouverture. Nous allons commencer par l'accusation, comme indiqué, ensuite les représentants légaux des victimes, et puis la défense Ngaïsona. La défense de M. Ngaïsona interviendra jeudi, comme je l'ai déjà dit. La défense de M. Yekatom présentera ses déclarations d'ouverture lors du commencement de la présentation de sa preuve. Comme nous l'avons dit dans les lignes directrices initiales, l'accusation dispose de 6 heures pour prononcer ses déclarations d'ouverture, 3 heures pour les représentants légaux des victimes à se répartir entre eux. La défense Ngaïsona dispose également de 3 heures. Je ne sais pas qui va commencer. Monsieur Van der Poel, est-ce que c'est vous? Je suppose. Vous avez la parole. Le président, Maître Knops a expliqué qu'il pouvait rester dans la salle d'audience un peu plus longtemps, pardon. Donc il peut nous suivre. Nous allons entendre l'accusation et puis ensuite nous marquerons une petite pause. Just bear with us one moment, Mr. President. Monsieur Van der Poel, un tout petit instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous allons commencer dans quelques instants. Le Président, il n'y a pas de problème. Je pense que tout cela va être très technique. Je comprends que cela peut prendre un petit peu de temps de mettre les choses en place. Nous devons être indulgents les uns vis-à-vis des autres. Mr. President and participants. La greffière d'audience. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des parties et participants, la présentation sera affichée sur le pavé évidence 2. Merci. Morning, Mr. President. Monsieur Van der Poel, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges, bonjour à tous. J'ai le privilège de comparaître ou d'apparaître ici devant vous aujourd'hui au nom de l'accusation avec mon équipe. Quelques mots en français que je vais... Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce jour de l'ouverture du procès d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona marque une date importante pour la justice en République centrafricaine. Il marque la détermination du bureau du procureur à lutter contre l'impunité dans ce pays
et notre engagement à faire droit aux victimes des exactions de masse qui ont été perpétrées depuis août 2012. Dans le cadre de la situation criminelle dont le Bureau a été saisi en mai 2014 par le gouvernement de la transition. Je veux souligner que ce procès concernant 2 chefs anti-Balaka de tout premier plan n'est qu'une première étape. D'autres procédures seront initiées et d'autres procès auront lieu pour tenir les autres responsables de crimes graves commis en République centrafricaine. L'arrestation, il y a quelques jours, de Mohamed Saïd Abdelkani, mis en cause pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, témoigne de l'activité de procureurs en ce sens. Nos enquêtes sont en cours. L'œuvre de justice est nécessaire à la pacification et la reconstruction de la République centrafricaine et que l'impunité ne peut pas être une option. Seule la condamnation systématique des auteurs de crimes est à même de prévenir la commission d'exactions et donc de protéger les populations civiles. Seule la reconnaissance et la réparation des victimes pour ce qu'ils ont subi peut être brisé le cycle de la vengeance. Monsieur le Président, Messieurs les juges, avec votre autorisation, je veux maintenant poursuivre en anglais. Your Honors, Messieurs les juges, lorsque le gouvernement de la République centrafricaine a renvoyé la situation au bureau du procureur, il l'a fait dans l'espoir d'obtenir justice pour des milliers de civils innocents décimés par une violence prolongée, des victimes de crimes horribles et d'atrocités. Et il a reçu l'autorisation d'enquêter sur ces violations alléguées du statut de Rome en septembre 2014, comme vous l'avez fait remarquer. Nous sommes ici aujourd'hui à la suite justement de cette longue et difficile enquête. Nous avons visé à établir la vérité en ce qui concerne les crimes imputés. Nous sommes ici aujourd'hui à cause de l'engagement et de la résolution du peuple de République centrafricaine, à cause de leur attachement collectif au principe du statut de Rome et, plus important encore, de leur mandat à exiger des comptes pour les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale. La violence et l'instabilité en République centrafricaine depuis son indépendance n'a jamais véritablement divisé son peuple, bien que insaisissables pour de nombreuses raisons complexes, ils ont toujours réussi à maintenir la paix. Les crimes qui sont imputés dans cette affaire violent les normes du statut de Rome et des normes bien établies, ainsi que les coutumes de la guerre. Les événements sont choquants à la conscience et impressionnants par leur ampleur. Ils dépassent véritablement la nature de notre humanité. Messieurs les juges, les victimes de ce conflit en République centrafricaine méritent d'être vues, elles méritent d'être entendues, elles méritent d'avoir leur présence reconnue à la cour. La justice doit prévaloir. Les éléments de preuve dans cette affaire établiront la responsabilité pénale de M. Patrice Edouard Ngaïsona et d'Alfred Yekatom pour des crimes contre l'immunité et des crimes de guerre en violation des articles 7, 8 du statut de Rome, tels que confirmés par la Chambre préliminaire 2 le 11 décembre 2019. Brièvement, en juin 2013, aux environs de cette date, Ngaïsona, le général François Bozizé,
l'ancien président du KPAR, Bernard Mocom, Maxime Mocom et d'autres ont mis en œuvre une stratégie, un plan visant à retrouver le pouvoir politique en RCA après l'éviction des Séléka, par les Séléka de Bozizé lors d'un coup d'État le 25 mars 2013. Ngaï Sona était membre du cercle restreint de Bozizé. Il a aidé à mettre sur pied une force combattante composée entre autres des membres de la garde présidentielle de Bozizé, des membres des forces armées centrafricaines que j'appellerais FACA, de membres de groupes d'autodéfense préexistants, de nouvelles recrues et d'autres qui avaient participé à l'éviction du pouvoir du président. Comme les éléments de preuve le montreront, Ngaï Sona a participé à cette stratégie de manière intégrale et il a contribué en y contribuant, il était pleinement conscient que le groupe qu'il avait contribué à structurer avait armé, financé, instruit et organisé. En septembre 2013, on l'appelle l'anti-Balaka, et que ce groupe inévitablement ciblerait la population civile musulmane à l'ouest de la RCA. Ils savaient l'esprit de vengeance qui les animait. L'attaque inclut les crimes anti-Balaka coordonnés le 5 décembre 2013 à Bangui, Bosangoa, des centaines de kilomètres plus loin. Comme la Chambre préliminaire l'a noté et les éléments de preuve devant vous le prouveront, au-delà de tout doute raisonnable, cette attaque, et je cite l'attaque sur Bosangoa et l'attaque du 5 décembre 2013 à Bangui étaient des composantes essentielles de la stratégie visant à reprendre le pouvoir par François Bozizé et d'autres. Je répéterai, il s'agit de composantes essentielles de la stratégie, retrouver le pouvoir pour François Bozizé et d'autres. Ngaï Sona était un élément essentiel des anti-Balaka. Avant qu'il ne soit désigné comme coordinateur national des groupes en janvier 2014, son chef donc, il était de facto le coordinateur politique. Maxime Mocom était son coordinateur pour les opérations militaires. Son père, Bernard Mocom, comme vous l'entendrez, avait également beaucoup d'influence chez les dirigeants de ce groupe. Dès le départ, Ngaï Sona était bien conscient de la politique organisationnelle des anti-Balaka. Cette politique impliquait le ciblage violent des civils musulmans à l'ouest de la RCA, sur la base de leur affiliation religieuse, nationale ou ethnique, ou du fait qu'ils étaient perçus comme collectivement responsables ou complices ou soutenant la Séléka. Vous entendrez cela, nous en parlerons comme étant de la politique pénale dans notre présentation. Ngaï Sona a apporté plusieurs contributions collectives. Il a promu et encouragé l'établissement, la mise en œuvre et l'exécution du plan commun anti-Balaka, un plan commun qui traverse tous les crimes et les actes multiples qui constituent une attaque de grande échelle et systématique. Je donnerai des détails sur les incidents vers la fin de ma présentation. Ces contributions ont renforcé la capacité des anti-Balaka à commettre les crimes imputés. Alfred Yekatom, après avoir fui la RCA, après le renversement de Bozizé, a regroupé un groupe de quelques 3000 combattants, éléments, un ancien caporal-chef des FACA qui est devenu ensuite commandant des zones, un commandant puissant anti-Balaka. Yekatom a entraîné, structuré, armé ces éléments, il a préparé, planifié, qui les a conduits à commettre des crimes comme une partie essentielle de l'attaque de grande échelle des anti-Balaka. Il a fait cela avec les éléments se trouvant sous son commandement dans les régions relevant de sa responsabilité à Bangui et autour de Bangui et dans la préfecture de Lobey. Il a fait ça en application de ce but commun.
Alfred Yekatom et 1500 de ses éléments ont participé à la coordination de l'attaque du 5 décembre 2013 sur Bangui. Ils ont commis des crimes dans les quartiers avoisinants et ensuite ils ont continué à commettre des crimes à Boeing et le long des axes PK9 Mbaïki le 25 février 2014. Yekatom est accusé de ces crimes, y compris le fait d'avoir massacré les civils musulmans, de les avoir torturés. Il est accusé de traitements cruels ainsi que de l'enrôlement, de la conscription et de l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les hostilités à partir d'au moins septembre 2013 jusqu'en août 2013. Les éléments de preuve en cette affaire établiront la responsabilité pénale de M. Ngaï Sena et de M. Yekatom au-delà de tout doute raisonnable et montrera que M. Ngaï Sena a effectivement cette responsabilité pénale pour sa complicité dans les crimes anti-Balaka commis pendant les attaques à Bangui et à Bosangoa le 5 décembre 2013 et après coup, y compris les crimes qui sont commis par Yekatom et ses éléments. Les éléments de preuve montreront que Yekatom a la responsabilité pénale d'avoir ordonné les crimes et de les avoir commis le 5 décembre 2013 lors de l'attaque sur Bangui. J'ai encore 5 minutes, je crois, le Président. Eh bien, c'est parfait. Allons-y, Monsieur Van der Poel. Aujourd'hui et demain, Monsieur le Président, notre présentation vous présentera le contexte d'abord des crimes faisant partie des charges. Je parlerai des origines des anti-Balaka, du sentiment de victimisation qui animait les rangs des anti-Balaka, un sentiment de profonde trahison qui a animé ce sentiment anti-musulman, de vengeance à l'égard des musulmans. Je décrirai la façon dont les Séléka ont transformé cette colère en une politique qui a amené la destruction et la stratégie dans la population civile musulmane partout dans l'ouest de la RCA. J'expliquerai la stratégie utilisée par Bozizé et son cercle restreint avec la mise en œuvre de cette stratégie par les dirigeants anti-Balaka, les commandants, en application d'une politique pénale dans leur zone de responsabilité, et cela inclut bien entendu Yekatom. Je présenterai des éléments de preuve en ce qui concerne les éléments contextuels des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et je présenterai des éléments de preuve en ce qui concerne l'attaque de grande échelle et systématique contre la population civile musulmane. Ceci inclut des incidents dans les provinces de l'ouest de la RCA qui font partie de cette attaque. Mes collègues fourniront ensuite davantage de détails. Madame Struyven décrira les éléments de preuve en ce qui concerne la responsabilité pénale de M. Ngaï Sena pour les crimes visés par les charges. M. Iverson décrira les éléments de preuve en ce qui concerne les modes de responsabilité et la responsabilité pénale de Yekatom pour les crimes dont il est accusé. M. Ledy présentera des éléments de preuve sur les crimes imputés concernant l'attaque à Bangui, Boeing et sur l'école de Yamwara. Monsieur Anderson ensuite parlera des crimes imputés en ce qui concerne l'attaque à Bosangoa et ce qui en a suivi. Madame Berdenikova ensuite parlera des crimes à la préfecture de Lobaï, de l'enrôlement et de la conscription d'enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation dans les hostilités. J'aimerais préciser un certain nombre de choses. Premièrement, l'affaire concerne 2 individus. Il s'agit de ces 2 hommes, il s'agit de leur comportement personnel, il s'agit de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Il s'agit de savoir si leurs actions constituent des violations du statut de Rome. Deuxièmement, ce procès n'est pas un référendum. Il ne s'agit pas d'une accusation d'une partie ou d'une autre partie au conflit. Il s'agit d'une tragédie, à tout point de vue. Le procès porte sur la question de savoir si M. Ngaï Sena et M. Yekatom
ont la responsabilité pénale de leurs actions et de leur participation dans la commission des crimes dans cette situation. Troisièmement, les accusés sont présumés innocents. L'accusation a la charge de la preuve et nous nous en félicitons. Nous avons confiance et nous pensons que les éléments de preuve que nous apporterons ici prouveront au-delà de tout doute raisonnable que les accusés sont effectivement responsables des crimes visés dans la décision de confirmation des charges. Monsieur le Président, je crois que nous pouvons marquer une pause maintenant. Le Président, très bien. Je pense que c'est une bonne idée. Nous faisons la pause jusqu'à 11h15.